Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parte dans le Montana. On est en 1949. C'est la fin d'un après-midi d'août. Il fait une chaleur, mais une chaleur écrasante. Le genre de journée où l'air est lourd et où tout peut basculer très vite. Exactement. Et là, on a 15 pompiers. Des pompiers d'élite, des smoke jumpers, qui viennent d'être parachutés pour combattre un feu de forêt dans un ravin, le Mann Gulch. La mission, sur le papier, elle a l'air simple. Creuser une ligne de confinement, stopper les flammes. Classique. Sauf que là, en l'espace de quelques minutes, c'est le pétigo. Le scénario catastrophe. Le feu saute le ravin et il fonce droit sur eux. Et on parle pas d'un petit feu, hein. On parle de flammes de 10 mètres de haut qui dévorent le terrain à une vitesse absolument terrifiante. C'est une course pour la survie. Une montée presque à la verticale sur un terrain plein de roches. Et c'est là, au milieu de ce chaos, que le chef d'équipe, un certain Wagner Dodge, fait un truc que personne ne comprend. Haha, ce moment est incroyable. Il s'arrête net. Il sort une boîte d'allumettes et il met le feu à l'herbe juste devant lui. Ce qui est complètement contre-intuitif. Ces hommes sont persuadés qu'il est devenu fou. L'un d'eux va même crier « Ce salaud essaye de nous brûler vifs !» Mais ce n'était pas de la folie. C'était un éclair de génie. Un éclair de génie qui lui sauvera la vie. En fait, en brûlant le combustible devant lui, Dodge a créé en quelques secondes une zone de sécurité, une poche où il n'y avait plus rien à brûler. Il s'est allongé dans les cendres, un mouchoir mouillé sur la bouche et le mur de feu, et il est littéralement passé au-dessus de lui, sans le toucher. Et au final, lui et seulement 2 autres de l'équipe ont survécu. Ce qui est fascinant, et c'est le vrai point de départ du livre d'Adam Grant Think Again, c'est que Dodge ne survit pas grâce à sa force physique, Non, mais grâce à sa force mentale, sa capacité sous une pression mortelle à jeter par la fenêtre tout ce qu'il savait, tout son entraînement pour repenser la situation. Et c'est ça la question qui traverse tout le livre. Pourquoi c'est si incroyablement difficile de changer d'avis, même quand notre survie en dépend? Oui, au sens propre comme au figuré. d'autant qu'il y a une autre tragédie dans cette histoire. Pendant leur course, la plupart des pompiers ont continué à porter leurs outils. Des outils très lourds, hein, des haches, des scies de près de 10 kilos. Lâcher ces outils, pour eux, c'était comme admettre l'échec. C'était abandonner une partie de leur identité. La question inconsciente, c'était « sans mes outils, qui suis-je » Et le parallèle avec nos vies est immédiat. Nos outils, ce sont nos croyances, nos opinions, nos habitudes. Et on s'y accroche, parfois jusqu'à l'absurde, même quand elles nous ralentissent. C'est à ça que s'attaque ce livre. Il s'adresse à tout le monde, en fait. À quiconque sent que ces certitudes d'hier, elles ne collent plus tout à fait au monde d'aujourd'hui. On va explorer ça ensemble. D'abord, le plus dur. Comment repenser ses propres opinions. Ensuite, on verra comment on peut aider les autres à le faire sans que ça tourne au conflit. Et enfin, comment créer des environnements au travail ou même en famille qui encouragent cette flexibilité. Alors, commençons par nous. Adam Grant dit qu'on enfile tous des costumes mentaux sans s'en rendre compte, surtout quand nos idées sont en jeu. On connaît tous ça, dans un dîner de famille par exemple. Ah oui, On voit très bien les rôles. Il y a celui qui défend ses idées bec et ongles comme si c'était la sainte vérité. ça c'est le mode prédicateur. On fait un sermon, on protège nos idées. Exactement. Puis il y a celui qui, au lieu de défendre ses idées, cherche la moindre faille chez les autres pour tout démolir. Le mode procureur. On attaque, on cherche le vice de forme. Et puis il y a le mode politicien, peut-être le plus courant. Ah oui, celui-là. On ne cherche pas tant à avoir raison qu'à gagner l'approbation du public, de notre tribu. On ajuste le discours pour plaire. Prédicateur, procureur, politicien. Ça décrit à peu près 99% des débats sur les réseaux sociaux, non? Carrément. Mais Grant dit qu'il y a une 4e voie, un autre costume à enfiler. Lequel? Le mode scientifique. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dans un labo. C'est un état d'esprit. D'accord. Adopter ce mode, c'est arrêter de voir ses opinions comme des vérités à défendre et commencer à les voir comme des hypothèses à tester. La question n'est plus « est-ce que j'ai raison ?», mais « comment je pourrais savoir si j'ai tort ?» On cherche activement les preuves qui pourraient nous faire changer d'avis. C'est un retournement complet. Complètement. Et ça enclenche ce qu'il appelle un cycle de la remise en question. L'humilité nous pousse au doute, le doute éveille la curiosité et la curiosité mène à la découverte. C'est l'opposé du cycle de la surconfiance où l'orgueil nous enferme.
Le premier obstacle à ça, c'est notre ego, bien sûr. Grant utilise une image que je trouve géniale, le mont stupide. Souris. On y a tous fait un séjour. Ah mais complètement. C'est ce moment où on apprend un tout petit peu sur un sujet, on lit 2 articles, et là notre confiance grimpe en flèche. On se sent expert, alors qu'en réalité on est ignorant de notre propre ignorance. L'effet Dunning-Kruger en plein. Exactement. On est au sommet du mont stupide et on ne voit même pas l'immense vallée de la nuance en dessous. Et l'antidote que Grant propose, c'est un concept vraiment clé du livre. L'humilité confiante. Alors là, humilité confiante, ça sonne un peu comme un oxymore. Comment on peut être humble et confiant en même temps? La frontière avec le simple manque de confiance en soi me paraît mince. C'est une excellente question. La nuance est subtile, mais elle est essentielle. L'humilité confiante, ce n'est pas douter de ses capacités. C'est avoir une grande confiance en sa capacité à atteindre un but, à apprendre. D'accord. Confiance dans le potentiel. Voilà. Mais en même temps, avoir l'humilité de questionner si on a les bonnes connaissances ou les bonnes méthodes, maintenant, à cet instant T. Je vois. C'est être convaincu qu'on peut trouver la solution, tout en admettant qu'on ne la détient pas encore. C'est exactement ça, ce doute sur nos connaissances nous garde curieux et cette confiance en nos capacités nous donne l'énergie de chercher. C'est ça qui nous permet de descendre du mont stupide pour continuer à apprendre. D'accord. C'est beaucoup plus clair. Ça me fait penser à une autre idée du livre qui m'a fasciné et qui paraît, là encore, totalement contre-intuitive. La joie d'avoir tort. Oui, ça ne sonne pas très naturel, hein. Pas du tout. Instinctivement, avoir tort, c'est un échec. C'est une blessure pour l'ego, totalement. Mais Grant cite le prix Nobel Daniel Kahneman, qui a une perspective radicalement différente. Kahneman explique que le moment où il réalise qu'il s'est trompé, c'est pour lui la seule manière d'être absolument certain d'avoir appris quelque chose de nouveau. C'est une libération, en fait. Exactement. Et pour en arriver là, le secret, c'est le détachement. Il faut réussir à séparer son identité de ses opinions. Donc l'idée, c'est de ne plus se définir par ce qu'on pense. Ne plus dire « je suis quelqu'un qui croit que X est la solution », mais plutôt Pour le moment, avec ce que je sais, je pense que X est une bonne piste. C'est une petite nuance de langage, mais psychologiquement, ça change tout. Si on attaque mon idée, on n'attaque pas ma personne. c'est ça. Notre identité ne devrait pas reposer sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous valorisons. La curiosité, l'honnêteté, la recherche de la vérité. Et quand on est attaché à ces valeurs, changer d'avis n'est plus une trahison. C'est au contraire une preuve de fidélité à ces valeurs. Il propose une autre forme de détachement aussi, non? Se détacher de son moi du passé. Oui, avec cette citation assez brutale, mais très juste, de Ray Dalio, si en regardant la personne que vous étiez il y a 1 an, vous ne vous dites pas « Waouh, comme j'étais stupide », c'est que vous n'avez pas beaucoup appris. Ça pique un peu, mais c'est tellement vrai. Ça force à l'humilité. Bon, d'accord. Humilité, détachement, c'est pour travailler sur soi. Mais ça se complique sérieusement quand on essaie de faire changer d'avis quelqu'un d'autre. C'est là que les murs se dressent. C'est le champ de mine de la communication. Notre réflexe, c'est de passer en mode prédicateur. Laisse-moi t'expliquer la vérité. Ou en mode procureur. Ton raisonnement est faux, je vais te le prouver. Et dans les 2 cas, le résultat est le même. L'autre se braque et le dialogue est terminé. Alors on fait quoi? Grant propose une approche inspirée des meilleurs négociateurs et thérapeutes. L'écoute persuasive. Et notamment une technique qui s'appelle l'entretien motivationnel. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Si quelqu'un me sort une théorie du complot, je vois mal comment une simple écoute peut marcher. C'est là que c'est subtil. L'objectif, ce n'est pas de prouver à l'autre qu'il a tort, c'est de l'aider à trouver ses propres raisons de douter. On lui tend un miroir, on ne lui jette pas un livre à la figure. Donc, au lieu de contre-argumenter, on pose des questions. Des questions ouvertes, avec une curiosité sincère, pas une fausse curiosité pour piéger l'autre. Par exemple, on peut demander « Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? J'aimerais vraiment comprendre. » Ou alors, y a-t-il une partie de ce puzzle sur lequel tu te sens moins certain? On lui donne le contrôle en quelque sorte. On lui donne le contrôle, on l'aide à voir les nuances, on cherche un minuscule terrain d'entente et on essaye d'ouvrir une porte, même de quelques centimètres, plutôt que de la défoncer. C'est un travail de patience. C'est une posture radicalement différente, on ne cherche pas à gagner le débat. Et cette idée, j'imagine qu'elle s'applique aussi à plus grande échelle, en entreprise par exemple. On entend beaucoup parler d'innovation, mais la première personne qui ose remettre en question une vieille habitude se fait souvent fusiller du regard. Absolument. Grant oppose ce qu'il appelle les cultures de la performance, où le but c'est d'avoir raison et d'éviter l'échec, aux cultures de l'apprentissage,
Et dans une culture de l'apprentissage, la valeur clé, c'est la croissance. C'est la croissance, l'amélioration continue. Et pour ça, une condition est non négociable, la sécurité psychologique. Le droit pour n'importe qui dans l'équipe de pouvoir contester une idée, même celle du patron, sans craindre de représailles. La sécurité psychologique, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça dérive vers un environnement un peu chaotique, où tout le monde donne son avis sur tout, et plus rien n'avance? C'est un risque réel et c'est là que Grant apporte une nuance cruciale. Il dit que la sécurité psychologique seule ne suffit pas. Elle doit être couplée à ce qu'il appelle la responsabilisation des processus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée est simple. On ne juge pas les gens sur les résultats de leurs décisions qui peuvent être dus à la chance ou à la malchance, D'accord. mais sur la rigueur du processus de réflexion qui a mené à ces décisions. Est-ce que l'équipe a bien considéré les options? Est-ce qu'ils ont cherché des avis contraires? Quand on fait ça, un échec n'est plus une faute, c'est une expérience intelligente qui a appris quelque chose à tout le monde. C'est puissant, parce que ça déconnecte l'ego du résultat. On a le droit de se tromper, tant qu'on s'est trompé de manière intelligente. Pour conclure, si on devait retenir une seule grande idée de ce livre, ce serait quoi? Je dirais que c'est une invitation. Une invitation à ancrer notre identité non pas dans la cohérence, mais dans la flexibilité. À valoriser la curiosité plus que la certitude. Le but n'est pas d'avoir raison, mais de se rapprocher un peu plus de la vérité. Le livre se termine d'ailleurs sur des suggestions très concrètes. Il y en a une que j'ai trouvée intéressante, c'est de planifier un bilan de vie 1 ou 2 fois par an. Oui, un moment qu'on bloque dans son agenda, juste pour se demander quelle est la conviction que je devrais remettre en question dans ma carrière en ce moment, dans mes relations. C'est comme un entretien de maintenance pour son cerveau. Et ça rejoint une pensée finale très forte du livre. Repenser ses plans de vie n'est pas un signe de faiblesse. Grant cite l'écrivain E.L. Doctorow qui disait que planifier sa vie, c'est comme conduire de nuit dans le brouillard. On ne voit que jusqu'où portent nos phares, mais on peut faire tout le voyage comme ça. J'adore cette image. L'idée, ce n'est pas d'avoir un plan rigide sur 10 ans, mais de rester ouvert aux bifurcations, en planifiant seulement la prochaine étape. Souvent, nos passions, on les découvre pas un beau jour, on les cultive, lentement, avec de la pratique et de la curiosité. Et on en revient finalement à nos pompiers. La question que ce livre nous laisse, c'est quels sont nos outils de 10 kilos à nous? Ces croyances, ces habitudes, ces certitudes auxquelles on s'accroche par confort ou par peur, et qui serait peut-être temps de lâcher pour voir ce feu d'évasion juste devant nous.